En ramassant une pierre que personne n'a encore jamais touchée, on est le premier être humain à voir ce qu'il y a en dessous. On ne peut jamais savoir ce qu'on va trouver. Cinq modules de transport, 2 d'habitation, 2 de support de vie et 1 de nourriture et de matériel. En 2022, des hommes et des femmes quitteront enfin la Terre pour arriver sur Mars en avril 2023. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Je crois qu'ils comprendront que j'avais l'envie et le devoir de réaliser mes rêves et mes objectifs, même si la démarche paraît égoïste. L'ouverture de l'écoutille est le premier pas sur Mars. Je crois que ce sera le moment le plus bouleversant et le plus intense. J'ai toujours voulu aller dans l'espace. Si on gagne $1 milliard par semaine grâce à une excellente audience mondiale, alors 1 milliard, ce n'est pas une somme énorme. Rien ne pourrait me faire renoncer à saisir cette opportunité. On a reçu plus de 10 000 emails du monde entier. Toutes ces personnes savent qu'il s'agit d'une mission d'implantation, d'une mission sans retour. L'accomplissement même d'être parmi les 4 premiers à mettre le premier pas sur Mars, laisser un nom dans l'histoire. Là-bas, je comprendrai les choses que j'ai du mal à comprendre ici. C'est dans ce sens que Mars sera ma nouvelle maison et que je m'y sentirai bien. Il ne faut pas se voiler la face. Donnons à l'humanité l'opportunité d'avoir une seconde chance. L'homme est né pour aller dans l'espace, pour faire de nouvelles découvertes. C'est comme ça, il ne peut pas faire autrement. En 2023, 4 astronautes atterriront sur Mars pour s'y implanter. 2 ans après, 4 autres personnes les rejoindront. Dans les années qui suivront, une 40aine d'astronautes vivront sur Mars. Aucun d'eux ne reviendra jamais sur Terre. Ils mourront à 56 millions de kilomètres de chez eux. Le projet peut sembler étrange. Les scientifiques sont d'ailleurs divisés sur sa faisabilité, mais certains d'entre eux ont une motivation infaillible. Oh oui, absolument. Si j'avais l'opportunité d'aller sur Mars, je n'hésiterais pas une seconde. Avoir la possibilité de découvrir une planète totalement différente de la nôtre, c'est tout simplement incroyable. C'est la chose la plus extraordinaire qu'on puisse faire. C'est fantastique. Et qu'implique un tel projet sur le plan légal ? Aujourd'hui,
Nous n'avons pas suffisamment de connaissances pour savoir quelles lois seront appliquées sur Mars, par exemple. Il faut y réfléchir. Quelles lois régiront le cadre de vie de ses habitants et de la planète? La technologie évolue très rapidement. Le problème, c'est que la loi, elle, n'arrive pas à suivre. Elle a toujours un train de retard. Mais parfois, il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir aux questions juridiques et à la réglementation. Il s'agit d'un défi tout à fait captivant qui m'intéresse au plus haut point. Mars One a de très nombreux adeptes, des candidats astronautes qui affirment être prêts à renoncer à leur vie sur Terre pour vivre l'aventure ultime. L'idée que les hommes vont aller sur Mars, pas seulement pour visiter la planète, mais pour s'y implanter, c'est quelque chose d'énorme, de vraiment ahurissant. Ce qui caractérise le voyage sur Mars, c'est l'absence de gravité. Et j'ai hâte d'y être. Je suis comme un enfant qui attend Noël. C'est génial. Ensuite, qu'est-ce que je verrai quand on se posera sur Mars? Comment seront les couleurs? Comment sera le ciel? Comment sera-t-il quand il fera nuit? Quel genre de fossiles on va éventuellement trouver quand on commencera à creuser? On découvrira peut-être des créatures fossilisées qui prouveront que la vie existe sur d'autres planètes. Et ce serait une découverte fondamentale. C'est ça qui est passionnant. On nous a dit aussi aller sur la Lune, c'était impossible. Je pense que les sceptiques vont être convaincus en voyant les premiers vaisseaux être construits en orbite, en voyant les premiers satellites envoyés sur Mars pour maintenir la liaison satellite, Internet et tout. Parce qu'on a maîtrisé la Terre, on a maîtrisé l'air, on a maîtrisé l'eau, il nous reste à maîtriser l'espace. Déjà quand j'étais petite, je m'y intéressais. C'est pendant les cours de sciences et grâce aux photos de l'espace dans les manuels scolaires que mon intérêt a été éveillé. Depuis, il n'a pas cessé de grandir. Mais j'aimerais vraiment voir en vrai les photos que j'ai vues dans les livres. Nous sommes le 31 janvier 2013. Bas Lansdorp, le fondateur du projet Mars One, écrit l'email suivant. Nous aimerions recevoir un commentaire de tous ceux qui pourraient poser leur candidature pour le projet. Nous souhaitons surtout savoir pourquoi vous voulez aller sur Mars. Bas Lansdorp ajoute aussi toutes les adresses des visiteurs du site Mars One et clique sur le bouton « Envoyer ». C'est alors que les réponses commencent à affluer. Nous avons commencé à recevoir des réponses. Au début, on avait 5 à 6 emails par minute. De nombreuses personnes affirment que leur désir d'aller sur Mars est profondément ancré en elles. D'autres déclarent qu'elles souhaitent aider l'humanité à avancer. Des Américains, des Russes, des Brésiliens, des Iraniens, des Égyptiens, des Japonais, des Chinois. C'est-à-dire tout le monde. Nous avons même reçu des candidatures de Syrie, ce qui est assez surprenant compte tenu de la situation dans le pays. Mais même là-bas, on a entendu parler du projet. Quelques personnes l'ont trouvé suffisamment excitant pour nous envoyer un email en nous disant qu'elles souhaitaient aller sur Mars. En quelques semaines, le compteur affiche 10 000. 10 000 personnes semblent déterminées à tout abandonner sur Terre pour aller sur Mars et mourir à 56 millions de kilomètres de chez elles. Avec un groupe de cofondateurs, Bas Lansdorp voyage à travers l'Amérique dans le but de sélectionner du matériel pour la mission. Les sociétés leaders dans l'entreprise spatiale commerciale sont basées en Californie et en Arizona. Le budget de la mission est estimé à près de 5 milliards d'euros.
Quand on commencera la sélection des astronautes, le nombre de candidats devrait convaincre beaucoup de chaînes de télévision à diffuser les étapes de cette sélection qui aura lieu en 2014. Et on espère qu'entre 10 et 20 chaînes de télévision nous suivront, ce qui serait déjà un énorme succès. Ensuite, plus la date de lancement approchera, plus les diffusions seront fréquentes. Mars One sera sans doute le plus grand spectacle médiatique de tous les temps. Bas Lansdorp est aux États-Unis pour rencontrer des fabricants. Quelle fusée choisir? Quels vêtements et quel type d'habitat prévoir pour les astronautes? Il réalise des achats dans le cadre d'une mission qui bouleversera le monde si elle voit le jour. Les journalistes l'appellent jour et nuit. En fait, quand l'idée m'est venue, je comptais partir, moi aussi. Et la raison pour laquelle je n'irai pas, c'est que ma personnalité ne correspond pas vraiment pour une mission de ce type. Il faut être quelqu'un de calme et de patient, et j'ai plutôt le profil d'un entrepreneur enthousiaste, pas du tout patient, ce qui par ailleurs me permet de réaliser de tels projets. Bas Lansdorp est âgé de 35 ans. Il détient un diplôme en génie mécanique. C'est une personne très motivée et prête à faire de grands sacrifices. Quoi qu'il arrive, il doit réussir. Pendant des milliers d'années, les hommes ont observé le ciel et Mars. Cette planète a été un dieu, un présage de bonne et de mauvaise fortune. Nous vivons aujourd'hui à une époque où nous pouvons aller sur cette planète. On y a déjà envoyé des robots d'exploration, mais les hommes aussi peuvent y aller. Aujourd'hui, l'homme a la possibilité d'explorer Mars, qui est dans notre imagination depuis plusieurs milliers d'années. Cette idée est très évocatrice. La fusée qui a été retenue pour la mission est développée par la société SpaceX à Los Angeles. C'est elle qui fournit actuellement les équipements de la Station spatiale internationale. La fusée qui pourra effectuer le voyage sur Mars est en cours de fabrication et porte le nom de Falcon Heavy. Le lancement de la Falcon Heavy représente un coût de plus de 100 millions d'euros. Cette animation est réalisée par SpaceX. La NASA étudie également la possibilité d'une mission sur Mars, avec une différence fondamentale. Dans son projet, elle prévoit que les astronautes retournent sur Terre sains et saufs. C'est pourquoi une deuxième fusée devra être construite et lancée depuis Mars pour assurer le voyage du retour. Le projet est presque infaisable sur le plan technique et extrêmement coûteux. Si nous ne sommes pas encore allés sur Mars, c'est pour la raison suivante. Les agences spatiales ne sont pas disposées à s'engager dans une mission sans retour, c'est-à-dire d'implantation. Et si on n'accepte pas que des hommes et des femmes restent sur Mars, alors le projet est aujourd'hui tout simplement infaisable sur le plan technique. C'est pourquoi Bas Lansdorp a exclu cette composante du projet. Une fois que les astronautes auront atterri, ils resteront sur Mars pour y établir une implantation. Ils ne retourneront jamais sur Terre. D'un point de vue technique, la mission est réalisable. Le projet de Bas Lansdorp est plus simple à exécuter, mais très controversé. Stefan Günther est âgé de 44 ans et vit près de Berlin. Stefan est pilote et développe des logiciels pour l'industrie aérospatiale. Il travaille à Berlin, à Benidorm en Espagne et en Floride. Il a toujours rêvé d'être astronaute. C'est ancré en moi très profondément depuis longtemps. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être astronaute et voler dans l'espace. Pour moi, il est clair qu'un jour, ça se produira. J'ai essayé d'orienter ma vie dans cette direction. J'ai envie de découvrir des choses, de vivre de nouvelles expériences.
On a tous la même motivation, la curiosité. On veut apprendre de nouvelles choses, vivre autre chose. C'est tout simplement un désir qu'on a. Stéphane est marié et a 3 enfants. Je n'aurais pas été honnête envers moi-même si je n'avais pas été candidat pour cette mission. En voyant les choses de façon positive, ma famille et moi disposons de 10 années pour nous préparer à la séparation. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il arrive souvent que le mari ou la femme partent le matin, aient un accident de voiture et ne reviennent plus jamais à la maison. Et personne n'a eu le temps de faire ses adieux. On peut voir le mauvais côté des choses, mais Mars One nous offre un gros avantage. Nous avons 10 ans pour nous préparer à la mission et pour nous dire qu'un jour, je ne serai plus là. Ce sera la source de nombreuses expériences enrichissantes qui nous permettront d'avancer. Je crois qu'ils finiront par comprendre. J'essaie d'éduquer mes enfants d'une certaine façon pour qu'ils comprennent que ce qui compte, c'est de vivre ses rêves, d'accomplir ce qui est important pour eux. Je pense qu'ils admettront que moi aussi, j'ai dû et voulu réaliser mes rêves et mes objectifs, même si ça peut sembler égoïste. C'est seulement si je réalise mes rêves et mes objectifs que je pourrai être heureux, que je pourrai me montrer loyal et juste envers les autres. Je ne peux pas passer à côté de ça. La mort est incontournable. Et ce projet l'est aussi pour moi, parce que c'est le rêve et le but de ma vie. Je parle beaucoup de moi, et ça peut sembler égoïste, c'est vrai. Mais chacun doit trouver ses propres objectifs. Mes enfants, ma famille aussi. On doit apprendre à vivre avec, et comme je l'ai dit, c'est une chance de savoir maintenant que ça arrivera. Je le vois comme un plus, pas comme un moins. Nous avons la possibilité pendant les 10 prochaines années de vivre cette mort lente. De façon intense, de la savourer si on peut dire. Oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Béatrice Roriz est âgée de 21 ans. Elle vit à Rio de Janeiro où elle étudie l'anthropologie. Aujourd'hui, elle se sent prête à s'adapter à sa future vie sur Mars. Si j'ai la possibilité d'aller sur Mars, j'éviterai tout ce qui pourrait me retenir sur Terre. Mentalement, je veux être prête à y aller. Il n'y aura pas la place pour des choses qui pourraient m'empêcher de partir. Je ne pense pas que je commencerai une relation avec quelqu'un. Non, je ne crois pas. Les parents de Béatrice voudraient la soutenir, mais sa mère est dévastée par un voyage sans retour. Ça me rend très malheureuse parce que elle est mon unique enfant et que je vais la perdre. Je ne sais absolument pas ce que je leur dirai quand je serai sur le point de partir. Je n'en ai aucune idée. Les derniers mots que je lui dirai bien sûr que je l'aime et que je serai toujours sa mère. Que quoi qu'il arrive, elle sera toujours la chose la plus importante de ma vie. C'est vraiment difficile. Henri Jacquemin est âgé de 32 ans. Il est d'origine congolaise et vit à Bruxelles. Il est le père de 2 enfants, l'aîné a 5 ans et le plus petit a 2 ans. Ils sont encore trop petits pour qu'Henri leur parle de son projet. Quand tu as un projet de vie que tu vas accomplir, que ce soit pour le bien de l'humanité ou pour ton propre bien, et pas sacrifier. C'est donner une richesse que j'aurais jamais pu avoir l'opportunité de donner si j'avais pas eu cette opportunité. C'est vraiment donner, laisser un nom, laisser dans l'histoire des traces, accomplir quelque chose que tout le monde va être content
Et imaginez l'exploit même pour un humain d'arriver sur une autre planète. De nombreux astronautes se comparent aux explorateurs de l'époque des grandes découvertes. Lors de ces expéditions, l'incertitude faisait également partie intégrante de leur mission. Aujourd'hui, Henri s'est rendu dans l'Eurospace Center au sud de la Belgique. Je fais partie d'un projet qui est vraiment à la hauteur scientifique inimaginable. On ne peut qu'être scientifique pour participer à ces projets. Oui, je me ressens en tant qu'informaticien scientifique, j'ai fait des cours scientifiques. Nous arriverons à faire ces beaux projets qui est quitter la Terre, arriver et coloniser Mars. Il faudrait que la technologie nous aide pour cela et il faut les moyens pour cela. C'est tout ce qui nous manque. La volonté y est. Sarah Director est âgée de 24 ans et vit à Philadelphie. En fait, j'ai toujours voulu être astronaute, depuis que j'ai 4 ans. Et durant toute ma vie, ça m'a semblé juste impossible. Je vais dire que c'est très difficile de devenir astronaute, parce qu'il y a très peu d'élus. D'une certaine façon, l'idée est restée dans un coin de ma tête, c'est-à-dire que si j'avais la chance de devenir astronaute, alors je laisserais tout tomber. L'opportunité ne s'est jamais présentée avant aujourd'hui. Et c'est peut-être une chance, peut-être pas, mais je dois essayer. Sarah a 2 passions, l'art et la science. Elle a un diplôme de biologie. C'est son père qui lui a parlé de l'existence du projet Mars One. On a toujours encouragé Sarah à faire des choix. Vous savez, de réfléchir au comment et au pourquoi. Le projet ne se fera peut-être pas dans 10 ans. Il peut prendre du retard. 10 années est un délai extrêmement court. Mais s'il voyait le jour dans 15 ans ou dans 20 ans, je trouverais toujours l'idée fantastique. Et je trouve que l'approche est bonne. Il ne s'agit pas de faire une mission inutilement difficile, d'envoyer et de ramener des astronautes, non. On peut aussi faire les choses différemment, sans les contraintes habituelles. Ma mère a un ami au travail. Elle raconte à tout le monde que j'espère aller sur Mars un jour. Et cet ami de ma mère collectionne les éclats de météorites. Il en avait une qui venait soi-disant de Mars. Je suppose qu'ils ont analysé la composition chimique. Je ne sais pas comment ils font pour identifier les météorites. Toujours est-il qu'il m'a donné celle qui venait de Mars. Ce qui serait assez drôle, si un jour je pars vraiment sur Mars, ce serait de l'emporter avec moi, pour la ramener chez elle. Cette toute petite pierre. Ça, je l'emporterai. Autre chose que je voudrais absolument avoir est un album, avec les photos de toutes les personnes à qui je dirai au revoir. À part ça, je ne vois pas ce que je pourrais emporter d'autre. Peut-être des souvenirs de mon enfance. Mais j'ai l'impression que la différence entre la vie d'ici et la vie sur Mars, dans un habitat clos, est tellement énorme qu'elle est impossible à combler par des objets. Je pense que je pourrais rapporter sur Mars tous les objets de la Terre. Je ne me sentirais pas pour autant comme à la maison, comme si c'était ma maison. En fait, il faudra que j'invente un nouveau chez moi, une nouvelle maison. C'est pourquoi je ne pense pas emporter beaucoup d'objets. Si aujourd'hui vous aviez 18 ans, que feriez-vous? J'hésiterai pas une seconde. Je serai en première ligne. Mars et la Terre sont en orbite autour du Soleil à des vitesses différentes, comme c'est illustré dans cette animation.
Un voyage sur Mars n'est possible que tous les 26 mois, lorsque la distance entre la Terre et Mars est la plus réduite. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de lancement. À ce moment-là, la distance est de 56 millions de kilomètres. Passé la fenêtre de lancement, il faudra attendre 26 mois avant un prochain voyage sur Mars. Bas Lansdorp et son équipe consultent la société Paragon. Paragon fabrique des combinaisons spatiales et des systèmes de support de vie pour les capsules. Compte tenu de l'avancée du projet Mars One, la société devra élaborer une nouvelle combinaison adaptée à l'environnement de Mars. Pour cette mission particulière, parce qu'il s'agit d'un aller simple et qu'après l'atterrissage, les astronautes resteront sur place pour créer la mission initiale, il est nécessaire de concevoir une combinaison extrêmement robuste et fiable. Une combinaison qui pourra être réparée par ceux qui les utilisent. Les combinaisons qu'on trouve aujourd'hui n'offrent pas cette possibilité. Celles que portent les astronautes dans la Station spatiale internationale sont constamment remises à neuf et réapprovisionnées. La distance entre la Terre et la station permet de les retourner sur Terre, de les remettre à neuf et ensuite de les renvoyer dans la station lors des opérations de ravitaillement. Les combinaisons pour Mars One seront différentes. Il n'y aura pas de retour possible, tout comme pour les astronautes. Ils devront être en mesure de les remettre en état eux-mêmes. La combinaison devra être conçue de telle manière que les astronautes pourront les réparer facilement. Le défi à relever commence dès la conception avec le choix des matériaux à utiliser. Il faut réaliser des éléments identiques pour les différentes parties. Ça peut sembler trivial, mais si on utilise 10 types de fixations différentes pour une même combinaison, en cas de réparation, il faudra prévoir 10 pièces de rechange différentes. Mais en utilisant qu'un seul type de fixation pour toute la combinaison, on réduit le nombre de pièces de rechange. Alors la conception est réussie. Il s'agit d'un défi important qu'il faudra relever. L'idée est que les astronautes cultivent des denrées alimentaires pour être autonomes. Un tel programme a été réalisé ici, à Biosphère 2, en Arizona. Il s'agit du plus grand écosystème fermé jamais construit, qui ressemble à une immense serre. Son but n'est pas lucratif, mais pour servir la recherche scientifique. Ces 13 km² englobent un désert, un océan, des mangroves, une savane et même une jungle. Taber McCallum est l'un de ses fondateurs. Accompagné de 7 scientifiques, il est resté pendant 2 années en immersion totale dans Biosphère 2. Vivre avec une petite équipe dans un environnement isolé n'est pas quelque chose de naturel. En tout cas, pas dans nos cultures occidentales. Je pense qu'en Orient, certaines populations y sont plus habituées. Ça veut dire qu'il est possible de s'y adapter. C'est aussi une question personnelle, en fonction du caractère de chacun et de sa capacité à gérer ses démons au fil du temps. On peut faire l'analogie avec une expérience monastique. L'objectif est de savoir s'il est possible de survivre dans un écosystème fermé sur une autre planète. Un système de soutien de vie redondant et extrêmement fiable est nécessaire. Parce qu'en allant sur Mars, il n'y aura pas de retour en arrière possible. La fiabilité du système est l'une des questions majeures qui devra être maîtrisée à 100%. De nombreux aspects relatifs au voyage sur Mars ont été réglés, comme la navigation et l'engin spatial. Mais le système de support de vie est un domaine sur lequel nous devons encore travailler. Vous faites appel à une nouvelle technologie? Elle n'est pas nouvelle, mais cette technologie n'est pas encore adaptée pour une durée aussi longue. Assurer la survie d'un groupe de personnes aussi longtemps est un véritable défi. À terme, l'air sera produit par les plantes comme sur la Terre. Mais au début, on devra utiliser des méthodes physiochimiques pour régénérer l'air. On pourra facilement envoyer le nécessaire sur Mars quand la base sera en construction. Produire des aliments sur Mars, par exemple, implique qu'il faut de l'énergie et un endroit sous pression pour les faire pousser.
Les plantes doivent avoir un bon rendement par rapport à l'énergie utilisée et avoir une capacité de production importante compte tenu de l'espace qui sera réduit, parce que ce n'est pas facile de créer un environnement pressurisé. Par exemple, pour faire une pizza, ça nous a pris 4 mois. Dans Biosphère 2, on avait des chèvres qui nous ont donné du lait. On avait planté, fait pousser et récolté de la mauvaise herbe qui avait été transformée en pâte à pizza. Ensuite, on y avait ajouté du fromage qui avait demandé beaucoup de temps de fabrication. La première pizza sur Mars sera cool. Qu'est-ce que ce sera? Une pepperoni? Transformer le porc en pepperoni prendra un certain temps. Je crois que la première sera une belle pizza aux chèvres et aux champignons. Autonome, intelligent, ayant l'esprit d'équipe, polyvalent, équilibré et aimant travailler en solitaire sont les critères de sélection les plus importants auxquels les candidats astronautes devront correspondre. Norbert Kraft est le médecin responsable de la mise en œuvre du programme médical de Mars One. La formation complète des candidats durera 8 ans. L'élément clé de la formation sera la mise en situation durant laquelle les astronautes vivront dans un environnement clos plusieurs mois d'affilée. Lorsque les candidats auront été sélectionnés, ils devront vivre dans un habitat qui sera aussi proche que possible de celui de Mars. Ainsi, ils pourront faire leur propre expérience et savoir s'ils supportent ou non cette vie. S'ils n'en faisaient pas l'expérience, comment pourraient-ils le savoir? Certains d'entre eux pourraient penser qu'ils en sont capables, mais une fois en situation, ce n'est pas le cas. 4 candidats seront choisis pour le premier voyage sur Mars. La réussite du projet dans sa globalité dépendra de ces 4 personnes. C'est pourquoi Norbert Kraft devra tout savoir sur eux. Ils seront formés et observés pendant 5 à 10 années lors d'un véritable travail d'équipe. Ainsi, nous pourrons savoir lesquels seront les meilleurs. Pour survivre dans le cadre du projet Mars One, les astronautes devront acquérir un nombre important de nouvelles compétences. Ils devront être capables de réparer l'électricité et la structure des édifices, de réaliser des cultures dans des espaces réduits, de gérer des actes médicaux de routine et d'urgence, comme par exemple des contrôles dentaires, des problèmes musculaires ou des fractures. Le sol qu'on trouve sur Lanzarote, qui fait partie des îles Canaries à l'est des côtes d'Afrique, a de nombreuses similitudes avec celui de Mars. Ian Crawford et Hilary Downs, tous 2 professeurs en sciences planétaires, se trouvent sur l'île avec leur groupe d'élèves pour étudier le sol. Une mission sur Mars comporte de nombreux dangers. Si le risque que représentent les radiations, la pesanteur et les poussières toxiques de Mars peut être maîtrisé, les 2 scientifiques pensent que la mission a des chances de réussir. Pour autant, ce risque auquel les astronautes seront exposés est-il acceptable? Il y a des radiations et la possibilité d'inhaler des poussières chimiques. En prenant en considération les dangers, on peut trouver un moyen pour réduire les risques autant que possible. Mais vous le savez, le risque zéro n'existe pas. L'un des dangers les plus importants est ce qu'on appelle les éruptions solaires. De temps à autre, le Soleil émet des doses massives de radiation sous forme de gigantesques jets de matière. L'atmosphère qui entoure Mars est si mince que les astronautes ne seront pas en mesure de survivre au rayonnement, sauf s'ils disposent d'une protection adaptée. Selon le professeur Ian Crawford, les tunnels de lave pourraient apporter cette protection. Des photos prises sur Mars montrent que de nombreux tunnels de lave existent. Nous nous trouvons dans le tunnel de lave du Monte Corona sur l'île de Lanzarote. Il s'agit d'un des tunnels les mieux préservés sur Terre. Le tunnel est formé par la coulée de lave qui est descendue du volcan, se trouvant juste derrière nous. La lave s'est refroidie à la surface pour former une sorte de croûte. Mais elle a continué à couler sous la croûte et au fur et à mesure des éruptions, la croûte est devenue plus épaisse grâce aux coulées qu'il y a eu dessus. La lave à l'intérieur a continué à descendre, créant un long tunnel qui est en définitive une immense grotte souterraine.
Un tunnel de lave est potentiellement très important pour les astronautes. Grâce à cette structure, ils pourraient y trouver un abri pour échapper à l'environnement hostile qui règne en surface. Ils seraient notamment protégés des rayons cosmiques et des radiations du Soleil et des éruptions solaires. Les rayons cosmiques et éruptions solaires pénètrent seulement dans 1 mètre de roche solide, à peu de choses près. Ici, dans ce tunnel de lave, on a plusieurs mètres de roche au-dessus de nous, et on serait parfaitement protégé des radiations de l'extérieur. Qui plus est, l'environnement thermique y est beaucoup plus stable. Au lieu d'avoir des variations de température extrêmes entre le jour et la nuit, dans un tunnel de lave, elle est constante, ce qui, d'un point de vue technique, est beaucoup plus simple, parce qu'on a à se soucier de la résistance des matériaux qui se dilatent et se contractent en fonction de la température. Installer un habitat dans un tunnel de lave permet donc d'offrir une protection aux agressions extérieures. Mais bien sûr, il y a un autre avantage. Si le but est de chercher des traces de vie sur Mars, nous savons déjà que la surface est un environnement très hostile pour toute forme de vie. Par contre, nous connaissons l'existence des tunnels de lave et savons qu'à l'intérieur, les conditions de vie y sont beaucoup moins extrêmes. Pour les mêmes raisons que l'être humain pourrait envisager d'y établir une base, une forme de vie qui se trouverait sur Mars migrerait aussi dans un tunnel pour se protéger de l'environnement extérieur. Dans ces conditions, un tunnel de lave n'est pas seulement un endroit propice pour l'établissement d'une base ou d'une colonie, mais aussi pour y mener des recherches scientifiques. Si on cherche des traces de vie sur Mars, alors ces tunnels offrent une bien meilleure perspective que le sol rouge et poussiéreux de la surface. Vous savez, si je peux apporter quelque chose au niveau scientifique et aussi sur le plan humain, pour empêcher les gens de devenir fous, alors je serai peut-être la première martienne à faire des peintures rupestres dans nos habitations. Votre fils aura 18 ans quand vous partirez, n'est-ce pas? S'il vous disait, par exemple, 1 an ou 3 ans avant le jour fatidique, « S'il te plaît, papa, reste avec nous », que feriez-vous? La réponse la plus convenable serait « D'accord, je laisse tout tomber ». La plus honnête serait « Malgré tout, je veux réaliser mon rêve, aussi dur que ça puisse être ». Et si un jour Stéphane regrettait d'être allé sur Mars? Il faudra que je vive avec, que je m'y fasse. Je ne crois pas qu'on puisse éviter d'avoir des regrets. Il y a toujours quelque chose qu'on regrette. Plus tard, je dirai sûrement que telle décision était mauvaise ou que je n'aurais pas dû faire telle chose. En même temps, c'est la vie, c'est souvent comme ça. Et je ne parle pas spécialement de Mars One. Faudra que je vive avec. Vous avez des croyances? En Dieu, par exemple? Ça a quelle place dans votre vie? En tout cas, je crois qu'il existe une sorte de force créatrice dans l'univers qui crée des choses de façon structurée, parce qu'en y regardant de plus près, on s'aperçoit que tout s'imbrique parfaitement, sauf quand l'homme intervient. Je ne crois pas en un Dieu qui aurait une forme humaine, comme l'Église tente de nous le représenter. Mais je pense qu'au-delà de ce que nous voyons et de ce que nous comprenons aujourd'hui, il y a quelque chose. Mais pas dans le sens de la religion classique. Pensez-vous trouver Dieu sur Mars? Ça dépend de ce qu'on entend par Dieu. Le vôtre. Vous allez faire l'expérience d'une nouvelle dimension. Absolument. Il s'agit de l'élargissement du champ de la conscience. C'est exactement ça.
On élargit le champ de sa conscience, on prend conscience d'autre chose, ou on réalise peut-être des choses du passé dont on n'avait pas conscience, mais qui étaient restées dans notre mémoire. C'est certainement une expérience très spirituelle, quel que soit le sens qu'on lui donne. Il suffit de regarder en arrière. Quand on a interrogé les astronautes du programme Apollo, il y a souvent eu cette réponse, qu'ils avaient énormément progressé sur le plan spirituel, que leur vision de la vie sur Terre, de leur propre vie et de celle par rapport à notre petite planète bleue avait changé, et que tout était si fragile. Et aussi qu'on devrait apprécier et profiter de ce qu'on avait. Ici? Oui, de ce qu'on avait sur Terre. Par exemple, de notre atmosphère qui est tellement mince. On devrait la traiter différemment, la planète aussi, mais oui, je pense que je ferai cette expérience fondamentale. J'espère vraiment avoir ce choc spirituel qui me permettra d'élargir le champ de ma conscience. Absolument. Même si Ian Crawford et Hilary Dons pensent que Mars One n'est pas réalisable dans un délai de 10 ans, ils croient néanmoins en la faisabilité d'un tel projet. En effet, aujourd'hui, les gouvernements sont confrontés à des barrières morales et politiques. Après que les Américains aient envoyé les astronautes d'Apollo sur la Lune fin des années 60, début 70, et que le projet Apollo a été abandonné et les financements coupés, je crois que personne ne pouvait s'imaginer qu'aucun astronaute n'irait plus jamais sur la Lune pendant 40 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'y est retourné. Voilà ce qui arrive quand ces projets sont à la merci de coupes budgétaires, de l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement qui pense que d'autres sujets sont beaucoup plus importants. C'est pourquoi un programme spatial piloté par un ou deux dirigeants audacieux de sociétés privées est peut-être plus efficace que lorsqu'il est géré par une agence gouvernementale. Mais les conséquences d'un tel programme sont impossibles à prévoir. Pour des raisons techniques et commerciales, le projet Mars One s'articule autour d'une mission sans retour. Le fait que les astronautes devront vivre sur la planète est un effet collatéral. C'est un changement de perspective fondamental. Imaginons que le projet voit le jour non pas dans 10 ans, mais dans 20 ans. Une nouvelle communauté humaine s'établira sur Mars. D'un point de vue éthique, comment appréhender cette question? Et du point de vue du droit, y a-t-il des lois à appliquer dans l'espace? Stephen Freeland, professeur à l'Université occidentale de Sydney, est expert en droit spatial. Si le projet voit le jour, ce sera en quelque sorte le début de la colonisation d'une partie de l'espace, dans une mesure extrêmement restreinte et dans un avenir lointain, bien sûr. Mais l'un des principes fondamentaux, et c'est très important parce que même quand on en était au sommet de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, que la conquête de l'espace avait commencé et que ces deux pays considéraient l'autre comme un État belligérant, pour autant, ces deux pays ont reconnu très rapidement qu'on ne pouvait être ni propriétaire de l'espace, ni le coloniser. C'est ce que stipule clairement le traité de l'espace. Et le fait que personne ne pourra jamais coloniser l'espace est une protection, un dispositif de sécurité permettant d'éviter les guerres entre les pays souhaitant s'approprier des ressources de l'espace. Donc, la règle fondamentale est que l'espace appartient à tout le monde, mais aucun pays, aucun particulier ne pourra se l'approprier pour lui-même. Bien, maintenant, nous parlons d'une implantation dans l'espace. Nous parlons de personnes qui vont occuper une partie de la planète, si on peut dire, qui vont vivre de cette terre, c'est-à-dire qui vont l'exploiter, s'il y a des ressources, comme de l'eau par exemple. Nous commençons à aborder la notion de la colonisation. Je veux dire, dans une mesure très restreinte. Mais ce genre d'expérience annonce d'autres missions. Ça ne fait aucun doute, vous savez. Si la mission réussit, d'autres verront le jour, peut-être sur la Lune ou dans un autre coin de l'espace.
Comme les activités dans l'espace évoluent, on commence de plus en plus à mettre en cause les règles fondamentales qui ont été si importantes pour la régulation de l'espace. Bien sûr, les lois changent. Elles changent de différentes manières, pas seulement dans le domaine de l'espace, mais aussi dans ceux où le droit international est appliqué. Les lois changent. Aujourd'hui, le traité de l'espace doit peut-être changer. Ce que je veux dire, c'est qu'avant de changer certaines règles fondamentales qui ont parfaitement rempli leur rôle, nous devons clairement savoir pourquoi nous les changeons, quelles en sont les conséquences et les risques éventuels. Nous devons réfléchir à une loi qui s'applique à ces personnes. Quelles sont les règles juridiques? Quel est leur statut juridique? Le cadre juridique actuel existe pour les astronautes qui se trouvent dans l'appareil et dépend essentiellement du pays qui l'a enregistré. Disons que l'appareil est enregistré par les États-Unis. Les Nations Unies disposent d'un système de registre. C'est donc une loi américaine qui s'appliquera à l'appareil durant son voyage jusque sur Mars. Mais aujourd'hui, le système de registre ne prévoit pas de loi qui s'applique lorsque les astronautes se trouvent sur Mars. C'est pourquoi nous devons élaborer une loi. Et si ces personnes restent sur Mars pour toujours, ils vont probablement se marier, avoir des enfants, peut-être commettre des meurtres. En fait, nous devons comprendre le cadre pour cette loi et nous devons le fixer. À un moment donné, il faudra se poser la question quant à la nécessité de créer de nouvelles lois adaptées à ce cas particulier. Parce qu'en fonction de la situation locale sur Mars, on pourrait avoir besoin de lois différentes. C'est vraiment une question très complexe, philosophique même. Vous savez, si vous créez un système juridique pour un nouveau type d'environnement, vous avez l'occasion, mais aussi la responsabilité d'élaborer un principe qui fait sens. Dans quelle mesure allons-nous autoriser un tel développement? Maintenant que j'étudie les sciences sociales, je pense que la construction d'une société humaine est riche en enseignements. Personnellement, j'aimerais participer tout au long de ma vie au développement d'une communauté, d'une société. C'est pourquoi le projet Mars One m'intéresse autant. Vous savez, les choses qu'on a l'habitude de faire tous les jours, et même de critiquer le gouvernement, ce que tout le monde fait inévitablement. Si on me choisit pour participer au projet, je serai partie prenante pour fonder un nouveau gouvernement. Je suppose qu'en m'immergeant dans ce programme, ma vie sera totalement différente. Je pense que ça ne sera pas facile, parce que beaucoup de choses me manqueront. En revanche, il y a certaines choses qui ne me manqueront pas du tout. Vous savez, chacun doit choisir sa vie. Ou plutôt, chacun devrait avoir la chance de pouvoir la choisir. La plupart d'entre nous avons dû adopter un plan B. Au départ, on a des projets. Mais la vie fait que des événements vous poussent dans une autre direction. Et on fait avec. Et c'est ainsi qu'on se retrouve à suivre un autre chemin, peu importe lequel. Être capable de vivre la vie qu'on a choisie est quelque chose de merveilleux. On devrait tous pouvoir choisir sa vie. J'espère que ma fille y parviendra. Si c'était le cas, et si elle m'annonçait qu'on lui offrait cette opportunité, à elle ou à quelqu'un d'autre, mais qu'on lui donnait cette possibilité, je dirais, vas-y, fonce. Elle réussirait quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Indépendamment de ce que l'on pense du projet Mars One, on ne peut pas nier qu'il a enflammé beaucoup d'hommes et de femmes partout dans le monde. Le nombre de candidats est extraordinaire. On a reçu plus de 78 000 candidatures. C'est vraiment incroyable.
En parler aujourd'hui, c'est facile. Mais comment ce sera 2 heures avant le décollage? Ça, c'est autre chose. Quand on sera devant la fusée et qu'il faudra dire adieu, ce sera tellement différent de maintenant, de la perspective actuelle, c'est sûr. C'est difficile d'y penser? Aujourd'hui, non. À cause des 10 années d'intervalle, de la distance de sécurité, la safe distance. Mais plus elle sera réduite, plus il sera peut-être difficile d'y penser, ça c'est clair. Aujourd'hui, la distance me protège encore. C'est sûr. Si on me donnait l'opportunité d'aller sur Mars, je serais prête à mourir là-bas. Parce qu'en tant que scientifique, je vivrais une expérience absolument inouïe. C'est tout simplement incroyable de penser qu'on peut aller sur Mars et y travailler. Et puis si on n'en vient pas, alors tant pis. C'est la vie. L'inconvénient le plus important qui me vient à l'esprit, c'est que je ne pourrai plus profiter de la nature sur Terre. Il n'y aura plus cet air pur. La neige, les plantes, bien qu'il y en aura dans la serre. Mais il n'y aura pas les odeurs qu'il y a sur Terre. Toutes ces choses n'existeront plus. Il faudra bien sûr s'y habituer. On ne pourra plus sentir le soleil sur sa peau. Il y aura toujours un écran, du verre, une isolation, la combinaison spatiale. Il n'y aura plus le bruit de la mer. Je ne pourrai plus marcher pieds nus dans l'eau. Ça n'existera plus. Je pense que c'est ce qui nous manquera le plus. Ce lien avec la nature qu'on avait sur Terre, parce qu'on sera vraiment plongé dans un environnement artificiel. À mon avis, c'est l'inconvénient majeur. Il faut être capable de se concentrer sur les choses qui nous enrichissent, pas sur celles qu'on perd. Les nouvelles impressions, les nouvelles connaissances, les émotions, les couleurs, les progrès scientifiques qu'on fera grâce à cette mission, les traces qu'on laissera derrière nous. Je pense que c'est aussi un point très important. Il s'agit d'un aspect dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très important pour moi. Quand je quitterai, non pas cette planète, non mais je dois changer ma façon de penser. Quand ma vie s'arrêtera, le jour où ma vie prendra fin, je voudrais laisser une trace derrière moi. C'est aussi un point très important. On n'en a pas encore parlé. Je dirais que c'est quelque chose qui me fait avancer. Et avec cette mission, on laisse une trace auprès des enfants et de la génération d'après, des petits-enfants. On ne s'efface pas purement et simplement. Au cours des décennies à venir, quelqu'un dira un jour, c'est lui qui a fait partie des premiers à partir en mission sur Mars. Laisser une trace. Il en avait une qui venait soi-disant de Mars. Je suppose qu'ils ont analysé la composition chimique. Je ne sais pas comment ils font pour identifier les météorites. Toujours est-il qu'il m'a donné celle qui venait de Mars. Ce qui serait assez drôle, si un jour je pars vraiment sur Mars, ce serait de l'emporter avec moi, pour la ramener chez elle. Cette toute petite pierre. Ça, je l'emporterai. Autre chose que je voudrais absolument avoir est un album. Avec les photos de toutes les personnes à qui je dirai au revoir.
À part ça, je ne vois pas ce que je pourrais emporter d'autre. Peut-être des souvenirs de mon enfance. Mais j'ai l'impression que la différence entre la vie d'ici et la vie sur Mars, dans un habitat clos, est tellement énorme qu'elle est impossible à combler par des objets. Je pense que je pourrais rapporter sur Mars tous les objets de la Terre. Je ne me sentirais pas pour autant comme à la maison, comme si c'était ma maison. En fait, il faudra que j'invente un nouveau chez moi, une nouvelle maison. C'est pourquoi je ne pense pas emporter beaucoup d'objets. Si aujourd'hui vous aviez 18 ans, que feriez-vous? J'hésiterai pas une seconde. Je serai en première ligne. Mars et la Terre sont en orbite autour du Soleil à des vitesses différentes, comme c'est illustré dans cette animation. Un voyage sur Mars n'est possible que tous les 26 mois, lorsque la distance entre la Terre et Mars est la plus réduite. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de lancement. À ce moment-là, la distance est de 56 millions de kilomètres. Passé la fenêtre de lancement, il faudra attendre 26 mois avant un prochain voyage sur Mars. Bas Lansdorp et son équipe consultent la société Paragon. Paragon fabrique des combinaisons spatiales et des systèmes de support de vie pour les capsules. Compte tenu de l'avancée du projet Mars One, la société devra élaborer une nouvelle combinaison adaptée à l'environnement de Mars. Pour cette mission particulière, parce qu'il s'agit d'un aller simple et qu'après l'atterrissage, les astronautes resteront sur place pour créer la mission initiale, il est nécessaire de concevoir une combinaison extrêmement robuste et fiable. Une combinaison qui pourra être réparée par ceux qui les utilisent. Les combinaisons qu'on trouve aujourd'hui n'offrent pas cette possibilité. Celles que portent les astronautes dans la station. Je pense qu'ils admettront que moi aussi, j'ai dû et voulu réaliser mes rêves et mes objectifs, même si ça peut sembler égoïste. C'est seulement si je réalise mes rêves et mes objectifs que je pourrais être heureux, que je pourrais me montrer loyal et juste envers les autres. Je ne peux pas passer à côté de ça. La mort est incontournable. Et ce projet l'est aussi pour moi, parce que c'est le rêve et le but de ma vie. Je parle beaucoup de moi, et ça peut sembler égoïste, c'est vrai. Mais chacun doit trouver ses propres objectifs. Mes enfants, ma famille aussi. On doit apprendre à vivre avec, et comme je l'ai dit, c'est une chance de savoir maintenant que ça arrivera. Je le vois comme un plus, pas comme un moins. Nous avons la possibilité pendant les 10 prochaines années de vivre cette mort lente. De façon intense, de la savourer si on peut dire. Oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Béatrice Roriz est âgée de 21 ans. Elle vit à Rio de Janeiro où elle étudie l'anthropologie. Aujourd'hui, elle se sent prête à s'adapter à sa future vie sur Mars. Si j'ai la possibilité d'aller sur Mars, j'éviterai tout ce qui pourrait me retenir sur Terre. Mentalement, je veux être prête à y aller. Il n'y aura pas la place pour des choses qui pourraient m'empêcher de partir. Je ne pense pas que je commencerai une relation avec quelqu'un. Non, je ne crois pas. Les parents de Béatrice voudraient la soutenir, mais sa mère est dévastée par un voyage sans retour. Ça me rend très malheureuse parce que elle est mon unique enfant et que je vais la perdre. Je ne sais absolument pas ce que je leur dirai quand je serai sur le point de partir. Je n'en ai aucune idée. Les derniers mots que je lui dirai bien sûr que je l'aime et que je serai toujours sa mère. Que quoi qu'il arrive, elle sera toujours la chose la plus importante de ma vie. C'est vraiment difficile.
Ça peut sembler trivial, mais si on utilise 10 types de fixations différentes pour une même combinaison, en cas de réparation, il faudra prévoir 10 pièces de rechange différentes. Mais en n'utilisant qu'un seul type de fixation pour toute la combinaison, on réduit le nombre de pièces de rechange. Alors la conception est réussie. Il s'agit d'un défi important qu'il faudra relever. L'idée est que les astronautes cultivent des denrées alimentaires pour être autonomes. Un tel programme a été réalisé ici, à Biosphère 2, en Arizona. Il s'agit du plus grand écosystème fermé jamais construit, qui ressemble à une immense serre. Son but n'est pas lucratif, mais pour servir la recherche scientifique. Ces 13 km² englobent un désert, un océan, des mangroves, une savane et même une jungle. Taber McCallum est l'un de ses fondateurs. Accompagné de 7 scientifiques, il est resté pendant 2 années en immersion totale dans Biosphère 2. Vivre avec une petite équipe dans un environnement isolé n'est pas quelque chose de naturel. En tout cas, pas dans nos cultures occidentales. Je pense qu'en Orient, certaines populations y sont plus habituées. Ça veut dire qu'il est possible de s'y adapter. C'est aussi une question personnelle, en fonction du caractère de chacun et de sa capacité à gérer ses démons au fil du temps. On peut faire l'analogie avec une expérience monastique. L'objectif est de savoir s'il est possible de survivre dans un écosystème fermé sur une autre planète. Un système de soutien de vie redondant et extrêmement fiable est nécessaire. Parce qu'en allant sur Mars, il n'y aura pas de retour en arrière possible. La fiabilité du système est l'une des questions majeures qui devra être maîtrisée à 100%. De nombreux aspects relatifs au voyage sur Mars ont été réglés, comme la navigation et l'engin spatial. Mais le système de support de vie est un domaine sur lequel nous devons encore travailler. Vous faites appel à une nouvelle technologie? Elle n'est pas nouvelle, mais cette technologie n'est pas encore adaptée pour une durée aussi longue. Assurer la survie d'un groupe de personnes aussi longtemps est un véritable défi. À terme, l'air sera produit par les plantes comme sur la Terre. Mais au début, on devra utiliser des méthodes physiochimiques pour régénérer l'air. On pourra facilement envoyer le nécessaire sur Mars quand la base sera en construction. Dieu sur Mars? Ça dépend de ce qu'on entend par Dieu. Le vôtre. Vous allez faire l'expérience d'une nouvelle dimension. Absolument. Il s'agit de l'élargissement du champ de la conscience. C'est exactement ça. On élargit le champ de sa conscience, on prend conscience d'autre chose, ou on réalise peut-être des choses du passé dont on n'avait pas conscience, mais qui étaient restées dans notre mémoire. C'est certainement une expérience très spirituelle, quel que soit le sens qu'on lui donne. Il suffit de regarder en arrière. Quand on a interrogé les astronautes du programme Apollo, il y a souvent eu cette réponse, qu'ils avaient énormément progressé sur le plan spirituel, que leur vision de la vie sur Terre, de leur propre vie et de celle par rapport à notre petite planète bleue avait changé, et que tout était si fragile. Et aussi qu'on devrait apprécier et profiter de ce qu'on avait. Ici? Oui, de ce qu'on avait sur Terre. Par exemple, de notre atmosphère qui est tellement mince. On devrait la traiter différemment, la planète aussi, mais oui, je pense que je ferai cette expérience fondamentale. J'espère vraiment avoir ce choc spirituel qui me permettra d'élargir le champ de ma conscience. Absolument. Même si Ian Crawford et Hilary Dons pensent que Mars One n'est pas réalisable dans un délai de 10 ans, ils croient néanmoins en la faisabilité d'un tel projet. En effet, aujourd'hui, les gouvernements sont confrontés à des barrières morales et politiques. Après que les Américains aient envoyé les astronautes d'Apollo sur la Lune fin des années 60, début 70,
et que le projet Apollo a été abandonné et les financements coupés, je crois que personne ne pouvait s'imaginer qu'aucun astronaute n'irait plus jamais sur la Lune pendant 40 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'y est retourné. Voilà ce qui arrive quand ces projets sont à la merci de coupes budgétaires, de l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement qui pense que d'autres sujets sont beaucoup plus importants. C'est pourquoi un programme spatial piloté par un ou deux dirigeants audacieux de sociétés privées est peut-être plus efficace que lorsqu'il est géré par une agence gouvernementale. Mais les conséquences d'un tel programme sont impossibles à prévoir. Pour des raisons techniques et commerciales, le projet Mars One s'articule autour d'une mission sans retour. Le fait que les astronautes devront vivre sur la planète est un effet collatéral. C'est un changement de perspective fondamental. On a toujours encouragé Sarah à faire des choix. Vous savez, de réfléchir au comment et au pourquoi. Le projet ne se fera peut-être pas dans 10 ans. Il peut prendre du retard. 10 années est un délai extrêmement court. Mais s'il voyait le jour dans 15 ans ou dans 20 ans, je trouverais toujours l'idée fantastique. Et je trouve que l'approche est bonne. Il ne s'agit pas de faire une mission inutilement difficile, d'envoyer et de ramener des astronautes, non. On peut aussi faire les choses différemment, sans les contraintes habituelles. Ma mère a un ami au travail. Elle raconte à tout le monde que j'espère aller sur Mars un jour. Et cet ami de ma mère collectionne les éclats de météorites. Il en avait une qui venait soi-disant de Mars. Je suppose qu'ils ont analysé la composition chimique. Je ne sais pas comment ils font pour identifier les météorites. Toujours est-il qu'il m'a donné celle qui venait de Mars. Ce qui serait assez drôle, si un jour je pars vraiment sur Mars, ce serait de l'emporter avec moi, pour la ramener chez elle. Cette toute petite pierre. Ça, je l'emporterai. Autre chose que je voudrais absolument avoir est un album, avec les photos de toutes les personnes à qui je dirai au revoir. À part ça, je ne vois pas ce que je pourrais emporter d'autre. Peut-être des souvenirs de mon enfance. Mais j'ai l'impression que la différence entre la vie d'ici et la vie sur Mars, dans un habitat clos, est tellement énorme qu'elle est impossible à combler par des objets. Je pense que je pourrais rapporter sur Mars tous les objets de la Terre. Je ne me sentirais pas pour autant comme à la maison, comme si c'était ma maison. En fait, il faudra que j'invente un nouveau chez moi, une nouvelle maison. C'est pourquoi je ne pense pas emporter beaucoup d'objets. Si aujourd'hui vous aviez 18 ans, que feriez-vous? J'hésiterai pas une seconde. Je serai en première ligne. Mars et la Terre sont en orbite autour du Soleil à des vitesses différentes, comme c'est illustré dans cette animation. Un voyage sur Mars n'est possible que tous les 26 mois, lorsque la distance entre la Terre et Mars est la plus réduite. J'ai la possibilité d'aller sur Mars. J'éviterai tout ce qui pourrait me retenir sur Terre. Mentalement, je veux être prête à y aller. Il n'y aura pas la place pour des choses qui pourraient m'empêcher de partir. Je ne pense pas que je commencerai une relation avec quelqu'un. Non, je ne crois pas. Les parents de Béatrice voudraient la soutenir, mais sa mère est dévastée par un voyage sans retour. Ça me rend très malheureuse parce que elle est mon unique enfant et que je vais la perdre. Je ne sais absolument pas ce que je leur dirai quand je serai sur le point de partir. Je n'en ai aucune idée.
Les derniers mots que je lui dirais? Je lui dirais bien sûr que je l'aime et que je serai toujours sa mère. Que quoi qu'il arrive, elle sera toujours la chose la plus importante de ma vie. C'est vraiment difficile. Henri Jacquemin est âgé de 32 ans. Il est d'origine congolaise et vit à Bruxelles. Il est le père de 2 enfants, l'aîné a 5 ans et le plus petit a 2 ans. Ils sont encore trop petits pour qu'Henri leur parle de son projet. Quand tu as un projet de vie que tu vas accomplir, que ce soit pour le bien de l'humanité ou pour ton propre bien, et pas sacrifier. C'est donner une richesse que j'aurais jamais pu avoir l'opportunité de donner si j'avais pas eu cette opportunité. C'est vraiment donner, laisser un nom, laisser dans l'histoire des traces, accomplir quelque chose que tout le monde va être content et imaginer l'exploit même pour un humain d'arriver sur une autre planète. De nombreux astronautes se comparent aux explorateurs de l'époque des grandes découvertes. Lors de ces expéditions, l'incertitude faisait également partie intégrante de leur mission. Aujourd'hui, Henri s'est rendu dans l'Eurospace Center au sud de la Belgique. Je fais partie d'un projet qui est vraiment à la hauteur scientifique inimaginable. On ne peut qu'être scientifique pour participer à ces projets. Oui, je me ressens en tant qu'informaticien scientifique, j'ai fait des cours scientifiques. Nous arriverons à faire ces enfants et que je vais la perdre. Je ne sais absolument pas ce que je leur dirai quand je serai sur le point de partir. Je n'en ai aucune idée. Les derniers mots que je lui dirais? Je lui dirais bien sûr que je l'aime et que je serai toujours sa mère. Que quoi qu'il arrive, elle sera toujours la chose la plus importante de ma vie. C'est vraiment difficile. Henri Jacquemin est âgé de 32 ans. Il est d'origine congolaise et vit à Bruxelles. Il est le père de 2 enfants, l'aîné a 5 ans et le plus petit a 2 ans. Ils sont encore trop petits pour qu'Henri leur parle de son projet. Quand tu as un projet de vie que tu vas accomplir, que ce soit pour le bien de l'humanité ou pour ton propre bien, et pas sacrifier. C'est donner une richesse que j'aurais jamais pu avoir l'opportunité de donner si j'avais pas eu cette opportunité. C'est vraiment donner, laisser un nom, laisser dans l'histoire des traces, accomplir quelque chose que tout le monde va être content et imaginer l'exploit même pour un humain d'arriver sur une autre planète. De nombreux astronautes se comparent aux explorateurs de l'époque des grandes découvertes. Lors de ces expéditions, l'incertitude faisait également partie intégrante de leur mission. Aujourd'hui, Henri s'est rendu dans l'Eurospace Center au sud de la Belgique. Je fais partie d'un projet qui est vraiment à la hauteur scientifique inimaginable. On ne peut qu'être scientifique pour participer à ces projets. Oui, je me ressens en tant qu'informaticien scientifique, j'ai fait des cours scientifiques. Nous arriverons à faire ces beaux projets qui est quitter la Terre, arriver et coloniser Mars. Il faudrait que la technologie nous aide pour cela et il faut les moyens pour cela. C'est tout ce qui nous manque. La volonté y est. Sarah Director est âgée de 24 ans et vit à Philadelphie. En fait, j'ai toujours voulu être astronaute. Depuis que j'ai 4 ans.
Et durant toute ma vie, ça m'a semblé juste impossible. Voyage sur Mars. La réussite du projet dans sa globalité dépendra de ces 4 personnes. C'est pourquoi Norbert Kraft devra tout savoir sur eux. Ils seront formés et observés pendant 5 à 10 années lors d'un véritable travail d'équipe. Ainsi, nous pourrons savoir lesquels seront les meilleurs. Pour survivre dans le cadre du projet Mars One, les astronautes devront acquérir un nombre important de nouvelles compétences. Ils devront être capables de réparer l'électricité et la structure des édifices, de réaliser des cultures dans des espaces réduits, de gérer des actes médicaux de routine et d'urgence, comme par exemple des contrôles dentaires, des problèmes musculaires ou des fractures. Le sol qu'on trouve sur Lanzarote, qui fait partie des îles Canaries à l'est des côtes d'Afrique, a de nombreuses similitudes avec celui de Mars. Ian Crawford et Hilary Downs, tous 2 professeurs en sciences planétaires, se trouvent sur l'île avec leur groupe d'élèves pour étudier le sol. Une mission sur Mars comporte de nombreux dangers. Si le risque que représentent les radiations, la pesanteur et les poussières toxiques de Mars peut être maîtrisé, les 2 scientifiques pensent que la mission a des chances de réussir. Pour autant, ce risque auquel les astronautes seront exposés est-il acceptable? Il y a des radiations et la possibilité d'inhaler des poussières chimiques. En prenant en considération les dangers, on peut trouver un moyen pour réduire les risques autant que possible. Mais vous le savez, le risque zéro n'existe pas. L'un des dangers les plus importants est ce qu'on appelle les éruptions solaires. De temps à autre, le Soleil émet des doses massives de radiation sous forme de gigantesques jets de matière. L'atmosphère qui entoure Mars est si mince que les astronautes ne seront pas en mesure de survivre au rayonnement, sauf s'ils disposent d'une protection adaptée. Selon le professeur Ian Crawford, les tunnels de lave pourraient apporter cette protection. Des photos prises sur Mars montrent que de nombreux tunnels de lave existent. Nous nous trouvons dans le tunnel de lave du Monte Corona sur l'île de Lanzarote. Il s'agit d'un des tunnels les mieux préservés sur Terre. Le tunnel est formé par la coulée de lave qui est descendue du volcan, se trouvant juste derrière nous. La lave s'est refroidie à la surface pour former une sorte de croûte. Mais elle a continué à couler sous la croûte et au fur et à mesure des éruptions, la croûte... Que de nombreux tunnels de lave existent. Nous nous trouvons dans le tunnel de lave du Monte Corona sur l'île de Lanzarote. Il s'agit d'un des tunnels les mieux préservés sur Terre. Le tunnel est formé par la coulée de lave qui est descendue du volcan, se trouvant juste derrière nous. La lave s'est refroidie à la surface pour former une sorte de croûte. Mais elle a continué à couler sous la croûte et au fur et à mesure des éruptions, la croûte est devenue plus épaisse grâce aux coulées qu'il y a eu dessus. La lave à l'intérieur a continué à descendre, créant un long tunnel qui est en définitive une immense grotte souterraine. Un tunnel de lave est potentiellement très important pour les astronautes. Grâce à cette structure, ils pourraient y trouver un abri pour échapper à l'environnement hostile qui règne en surface. Ils seraient notamment protégés des rayons cosmiques et des radiations du Soleil et des éruptions solaires. Les rayons cosmiques et éruptions solaires pénètrent seulement dans 1 mètre de roche solide, à peu de choses près. Ici, dans ce tunnel de lave, on a plusieurs mètres de roche au-dessus de nous, et on serait parfaitement protégé des radiations de l'extérieur. Qui plus est, l'environnement thermique y est beaucoup plus stable. Au lieu d'avoir des variations de température extrêmes entre le jour et la nuit, dans un tunnel de lave, elle est constante, ce qui, d'un point de vue technique, est beaucoup plus simple, parce qu'on a à se soucier de la résistance des matériaux qui se dilatent et se contractent en fonction de la température. Installer un habitat dans un tunnel de lave permet donc d'offrir une protection aux agressions extérieures.
Mais bien sûr, il y a un autre avantage. Si le but est de chercher des traces de vie sur Mars, nous savons déjà que la surface est un environnement très hostile pour toute forme de vie. Par contre, nous connaissons l'existence des tunnels de lave et savons qu'à l'intérieur, les conditions de vie y sont beaucoup moins extrêmes. Pour les mêmes raisons que l'être humain pourrait envisager d'y établir une base, une forme de vie qui se trouverait sur Mars migrerait aussi dans un tunnel pour se protéger de l'environnement extérieur. Dans ces conditions, un tunnel de lave n'est pas seulement un endroit propice pour l'établissement d'une base ou d'une colonie, mais aussi pour y mener des recherches scientifiques. Si on cherche des traces de vie sur Mars, alors ces tunnels offrent une bien meilleure perspective que le sol rouge et poussiéreux de la surface. Vous savez, si je peux apporter quelque chose au niveau scientifique et aussi sur le plan humain, pour empêcher les gens de devenir que leur désir d'aller sur Mars est profondément ancré en elles. D'autres déclarent qu'elles souhaitent aider l'humanité à avancer. Des Américains, des Russes, des Brésiliens, des Iraniens, des Égyptiens, des Japonais, des Chinois, c'est-à-dire tout le monde. Nous avons même reçu des candidatures de Syrie, ce qui est assez surprenant compte tenu de la situation dans le pays. Mais même là-bas, on a entendu parler du projet. Quelques personnes l'ont trouvé suffisamment excitant pour nous envoyer un email en nous disant qu'elles souhaitaient aller sur Mars. En quelques semaines, le compteur affiche 10 000. 10 000 personnes semblent déterminées à tout abandonner sur Terre pour aller sur Mars et mourir à 56 millions de kilomètres de chez elles. Avec un groupe de cofondateurs, Bas Lansdorp voyage à travers l'Amérique dans le but de sélectionner du matériel pour la mission. Les sociétés leaders dans l'entreprise spatiale commerciale sont basées en Californie et en Arizona. Le budget de la mission est estimé à près de 5 milliards d'euros. Quand on commencera la sélection des astronautes, le nombre de candidats devrait convaincre beaucoup de chaînes de télévision à diffuser les étapes de cette sélection qui aura lieu en 2014. Et on espère qu'entre 10 et 20 chaînes de télévision nous suivront, ce qui serait déjà un énorme succès. Ensuite, plus la date de lancement approchera, plus les diffusions seront fréquentes. Mars One sera sans doute le plus grand spectacle médiatique de tous les temps. Bas Lansdorp est aux États-Unis pour rencontrer des fabricants. Quelle fusée choisir? Quels vêtements et quel type d'habitat prévoir pour les astronautes? Il réalise des achats dans le cadre d'une mission qui bouleversera le monde si elle voit le jour. Les journalistes l'appellent jour et nuit. En fait, quand l'idée m'est venue, je comptais partir, moi aussi. Et la raison pour laquelle je n'irai pas, c'est que ma personnalité ne correspond pas vraiment pour une mission de ce type. Il faut être quelqu'un de calme et de patient, et j'ai plutôt le profil d'un entrepreneur enthousiaste, pas du tout patient, ce qui par ailleurs me permet de réaliser de tels projets. Bas Lansdorp est âgé de 35 ans. Il détient un diplôme en génie mécanique. C'est une personne très motivée et prête à faire de grands sacrifices. Quoi qu'il arrive, il doit réussir. Pendant des milliers d'années, les hommes ont observé le ciel et Mars. Cette planète a été un dieu, un présage de bonne et de mauvaise fortune. Un autre chemin, peu importe lequel. Être capable de vivre la vie qu'on a choisie est quelque chose de merveilleux. On devrait tous pouvoir choisir sa vie. J'espère que ma fille y parviendra. Si c'était le cas, et si elle m'annonçait qu'on lui offrait cette opportunité, à elle ou à quelqu'un d'autre, mais qu'on lui donnait cette possibilité, je dirais, vas-y, fonce. Elle réussirait quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Indépendamment de ce que l'on pense du projet Mars One, on ne peut pas nier qu'il a enflammé beaucoup d'hommes et de femmes partout dans le monde. Le nombre de candidats est extraordinaire.
On a reçu plus de 78 000 candidatures. C'est vraiment incroyable. En parler aujourd'hui, c'est facile. Mais comment ce sera 2 heures avant le décollage? Ça, c'est autre chose. Quand on sera devant la fusée et qu'il faudra dire adieu, ce sera tellement différent de maintenant, de la perspective actuelle, c'est sûr. C'est difficile d'y penser? Aujourd'hui, non. À cause des 10 années d'intervalle, de la distance de sécurité, la safe distance. Mais plus elle sera réduite, plus il sera peut-être difficile d'y penser, ça c'est clair. Aujourd'hui, la distance me protège encore. C'est sûr. Si on me donnait l'opportunité d'aller sur Mars, je serais prête à mourir là-bas. Parce qu'en tant que scientifique, je vivrais une expérience absolument inouïe. C'est tout simplement incroyable de penser qu'on peut aller sur Mars et y travailler. Et puis si on n'en vient pas, alors tant pis. C'est la vie. L'inconvénient le plus important qui me vient à l'esprit, c'est que je ne pourrai plus profiter de la nature sur Terre. Il n'y aura plus cet air pur. La neige, les plantes, bien qu'il y en aura dans la serre. Mais il n'y aura pas les odeurs qu'il y a sur Terre. Toutes ces choses n'existeront plus. Il faudra bien sûr s'y habituer. C'est seulement si je réalise mes rêves et mes objectifs que je pourrai être heureux, que je pourrai me montrer loyal et juste envers les autres. Je ne peux pas passer à côté de ça. La mort est incontournable. Et ce projet l'est aussi pour moi, parce que c'est le rêve et le but de ma vie. Je parle beaucoup de moi, et ça peut sembler égoïste, c'est vrai. Mais chacun doit trouver ses propres objectifs. Mes enfants, ma famille aussi. On doit apprendre à vivre avec, et comme je l'ai dit, c'est une chance de savoir maintenant que ça arrivera. Je le vois comme un plus, pas comme un moins. Nous avons la possibilité pendant les 10 prochaines années de vivre cette mort lente. De façon intense, de la savourer si on peut dire. Oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Béatrice Roriz est âgée de 21 ans. Elle vit à Rio de Janeiro où elle étudie l'anthropologie. Aujourd'hui, elle se sent prête à s'adapter à sa future vie sur Mars. Si j'ai la possibilité d'aller sur Mars, j'éviterai tout ce qui pourrait me retenir sur Terre. Mentalement, je veux être prête à y aller. Il n'y aura pas la place pour des choses qui pourraient m'empêcher de partir. Je ne pense pas que je commencerai une relation avec quelqu'un. Non, je ne crois pas. Les parents de Béatrice voudraient la soutenir, mais sa mère est dévastée par un voyage sans retour. Ça me rend très malheureuse parce que elle est mon unique enfant et que je vais la perdre. Je ne sais absolument pas ce que je leur dirai quand je serai sur le point de partir. Je n'en ai aucune idée. Les derniers mots que je lui dirai bien sûr que je l'aime et que je serai toujours sa mère. Que quoi qu'il arrive, elle sera toujours la chose la plus importante de ma vie. C'est vraiment difficile.
Henri Jacquemin est âgé de 32 ans. Il est d'origine congolaise et vit à Bruxelles. Il est le père de 2 enfants,